Londres. Planes flying into buildings have filled us with disbelief. Radio Paris est allemand. Manifestation populaire dont aucun incident n'a troublé le calme se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face, cela sera long et difficile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mémoire vive, je suis ravi de vous retrouver pour poursuivre cette série sur les Sévères et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, Caracalla, bon, brut et truand. Caracalla fait partie du club prestigieux des empereurs que les sources antiques nous présentent, souvent avec mauvaise foi, comme de parfaits psychopathes. Elles insistent sur sa petite taille et sa laideur, son faciès de brute immortalisé par ses bustes et devenu fameux, mais aussi sur son caractère débauché et démesuré. Dion Cassius en fait un dilettante, abandonnant le gouvernement quotidien de l'Empire à ses affranchis ou à sa mère, lui préférant les courses de chars, la gladiature, la débauche et le crime. Les historiens sont aujourd'hui plus mesurés, on insiste surtout sur son cosmopolitisme, c'est de par son origine familiale d'ailleurs un provincial, une synthèse de deux cultures communion dans la romanité. Cela explique sans doute son admiration pour Alexandre le Grand d'ailleurs, qui avait en son temps entrepris de réaliser la synthèse de l'Orient et de l'Occident. Mais les programmes scolaires retiennent moins sa biographie que ce qu'on appelle l'édit de Caracalla, que les spécialistes appellent plutôt d'ailleurs Constitution antonine, une mesure par laquelle tous les hommes libres de l'Empire devenaient des citoyens de droit romain vers 212 de notre ère. Davantage que la chronique de son règne, fort court au demeurant, c'est ce qui nous apprend sur l'état de l'Empire qui va nous intéresser aujourd'hui. En quoi le règne de Caracalla est-il représentatif des mutations de son temps? Je vous propose d'en venir aux faits. Alors Caracalla, c'est avant tout un héritier, c'est vraiment l'enfant terrible de sa dynastie, certes qui en verra d'autres, mais il est quand même assez particulier de ce point de vue. Il est né à Lyon, en 188, sous le nom de Lucius Septimus Bassianus. Alors vous habituez pas, parce que son patronyme va changer souvent. Pour mémoire, il est issu de l'union de deux notables provinciaux de l'Empire. Sa mère Julia Domna était syrienne, son père Septime Sévère était originaire de Libye. C'est d'ailleurs parce que ce dernier y était gouverneur sur le règne de l'empereur Commode que Caracalla a vu le jour dans la capitale des Gaules, un an avant Geta, son frère cadet. Au moment où son père se lance dans sa marche sur Rome en 193, il a donc 5 ans. En 196, son père lui octroie le titre de César à l'âge de 8 ans, faisant de lui son successeur désigné et co-empereur. Il change alors de nom et devient Marcus Aurelius Antoninus, Marc Aurèle Antonin. De cette façon, son père intégrait symboliquement la dynastie des Antonins, à laquelle appartenaient Commode et son père Marc Aurèle, et en 198, il reçut finalement le titre d'Auguste, et jeta celui de César, devant les troupes pendant la campagne de leur père contre les Parthes. Ce geste symbolique explique les liens privilégiés qu'ils entretinrent, son frère et lui, toute leur vie avec l'armée. Bassianus, appelé ensuite Antoninus, César, Auguste, vous vous demandez peut-être pourquoi tout le monde l'appelle Caracalla. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un sobriquet qu'on lui aurait attribué à cause d'un manteau à capuche de type gaulois qu'il avait l'habitude de porter au cours de ses campagnes militaires. Christophe Badel propose une autre explication, je vous mets le lien de l'article dans les sources si ça vous intéresse, mais comme je vais déjà faire pas mal d'historiographie, j'ai dû faire des choix. En tout cas, on chercherait bien en vain une inscription où figurait le nom de Caracalla. C'est un surnom qui lui a été attribué, certes de son vivant, mais que les historiens n'utilisent que quelques siècles après sa mort, justement pour le distinguer du reste de la dynastie des Antonins. Toujours est-il que le désormais nommé Antoninus, empereur prépubère, porte sur ses épaules les espoirs dynastiques de son père. Aussi, dès sa majorité, 14 ans, en l'année 202, il est marié à Fulvia Plotilia, la fille du préfet du prétoire de Sévère. Ce mariage arrangé, célébré pour l'entrée dans la 10e année de règne de son père, devait être gage de stabilité dynastique, donc éloigner le spectre des guerres civiles, alors que Sévère organise des jeux pour célébrer la paix retrouvée. Il ne fut pourtant pas heureux. En effet, le jeune prince méprisait sa nouvelle épouse, même si on ne sait pas très bien pour quelle raison. Par ailleurs, leur union restera stérile, hormis la naissance d'une fille unique, pas très intéressant pour une succession impériale donc, et par ailleurs, ses rapports étaient exécrables avec son beau-père, Plotianus, qui selon Dion Cassius exerçait une surveillance de tous les instants très pesante sur cette union. Ce mariage s'acheva brutalement quand Plotianus, suspecté ou accusé de trahison, fut massacré en 205. Pour les détails, je vous renvoie à notre épisode sur Septime Sévère. Antoninus put dès lors se débarrasser de sa femme, exilée aux îles Lipari au large de la Sicile, et qu'il fit ensuite assassiner en 211.
Rendu au célibat et débarrassé de la tutelle de Plotien, le jeune Antoninus et son frère cadet Geta coulent des jours insouciants, quand ils ne sont pas mêlés aux intrigues de la cour. Une jeunesse que les historiens contemporains des Sévères ont tendance à présenter comme débauchée. Ainsi, Dion Cassius, jamais avare de remarques moralisatrices, écrit « Il déshonorait les femmes et outrageait les enfants, il ramassait de l'argent par des voies iniques, et faisait leur société des gladiateurs et des conducteurs de chars. » Oui, c'est comme ça que j'entends Dion Cassius dans ma tête, quand je lis ces passages moralisateurs. Bref, les deux princes sont canailles. On voit aussi apparaître les premières rivalités dans la fratrie. En effet, ils ne sont d'accord sur rien et prennent le moindre prétexte pour se quereller. Ainsi, on peut prendre l'exemple de l'écurie que chacun supportait pour les courses. Un jour, Antoninus eut même la cuisse brisée lors d'une altercation avec son frangin. Ce serait en partie pour les remettre dans le droit chemin que Sévère aurait décidé de l'expédition en Bretagne en 208, ce qui n'est évidemment pas très sérieux, mais on peut toujours dire que l'occasion fit le larron. À noter que cette inimitié entre les deux fils Sévères n'est sans doute pas que personnelle. Il est tout à fait possible qu'elle ait été attisée, entretenue par des réseaux rivaux au sein de la cour, ou des clans s'affronter comme dans toutes les cours monarchiques. Il ne faut d'ailleurs sans doute pas trop en faire sur la jeunesse dorée mais débauchée d'Antoninus, puisque Dion Cassius concède lui-même que Sévère lui avait donné une éducation irréprochable d'un point de vue intellectuel et physique. Septime Sévère était lui-même un homme cultivé qui avait reçu la meilleure éducation à Rome et à Athènes. Caracalla avait eu en effet comme tuteur un certain Aelius Antipater, un philosophe reconnu en son temps. À tel point que Dion nous dit aussi qu'il arrivait à Caracalla de passer ses journées à converser avec des philosophes de la cour. Il reconnaît, ouvrez les guillemets, qu'il ne manquait de justesse, ni dans ses paroles, ni dans ses idées. Il avait, la plupart du temps, de la promptitude à concevoir et de la facilité à s'exprimer. Et là, on retrouve, encore une fois, les contradictions de nos sources, qui nous rendent difficile la compréhension des Sévères. Quand on lit Dion Cassius ou Hérodien, Antoninus apparaît à la fois comme un prince éduqué, doublé d'une force de la nature, on en reparlera, mais aussi comme un être brutal et débauché. On verra que ces historiens contemporains des Sévères ont des raisons très personnelles et très classistes de nous le dépeindre ainsi, mais il faut s'en souvenir quand il s'agit d'examiner sa politique. En 208, à 20 ans donc, Antoninus suit son père Septime Sévère en campagne pour combattre les barbares qui s'agitent au nord du mur Hadrien dans l'actuelle Écosse. L'occasion pour le jeune empereur et pour son frère Geta d'expérimenter les nécessités du pouvoir, ce dernier obtenant le titre d'Auguste à égalité avec son frère aîné en 209. Selon Dion Cassius, le cas d'Antoninus ne s'arrangea pas. Il aurait conservé ses mauvaises habitudes, il aurait ouvertement projeté d'assassiner son frère et même tenté de hâter la succession en faisant tuer son père. L'historien en profite pour mettre en scène une confrontation très shakespearienne avant l'heure entre le père et son fils, Sévère mettant un glaive entre les mains d'Antoninus et l'enjoignant de le tuer en présence de Papinien, leur préfet du prétoire. Selon Hérodien, un autre historien contemporain, Caracalla aurait tenté de convaincre les médecins de son père de hâter sa mort au cours de son agonie. Difficile de savoir si ces rumeurs sont fiables. En effet, ni Dion ni Hérodien n'étaient présents au cours de la campagne. Toujours est-il que Septime Sévère s'éteignit finalement à Eboracum, l'actuel York, en février 211, laissant ses deux fils maîtres de l'Empire. Soyez bons l'un envers l'autre. Enrichissez les soldats et moquez-vous de tout le reste. Tels furent, selon Dion Cassius, le dernier conseil de Sévère à ses fils. Qu'en firent-ils ? Antoninus et Geta commencèrent leur règne de concert, du moins en apparence. Antoninus fit la paix avec les Calédoniens, les habitants du nord du mur d'Adrien. Pour sauver la face après une série de campagnes peu concluantes, il obtint des tribus locales un protectorat romain dans le sud de l'Écosse. Cela lui permit de prendre le titre de Britannicus, ce qui veut dire vainqueur des Bretons, et d'honorer la mémoire de son père. Cela permit en outre à la région de connaître un siècle de stabilité. Le retour à Rome put dès lors s'effectuer, mais en deux convois séparés. De retour à Rome, les relations entre les deux empereurs se dégradèrent encore davantage. Sévère en son temps, puis l'armée, pendant le retour d'Écosse, avait empêché Antoninus de passer à l'acte. Il semble qu'ils rivalisèrent pour placer leurs fidèles au poste clé du pouvoir. Malgré l'action pacificatrice de leur mère, Julia Domna, et des vieux serviteurs de l'État impérial, comme le préfet de la ville Fabius Silo ou le préfet du prétoire Papinien, la concorde promue par la propagande impériale ne dura pas. Les deux frères tombèrent dans une forme de paranoïa aiguë, chacun tentant de se prémunir de l'autre. Finalement, il semble que ce soit Julia Domna, leur mère, qui parvint tant bien que mal à les maintenir unis pour encore quelques mois. Mais ce qui devait arriver arriva. En décembre 211, selon Dion Cassius, comme Geta était gardé jour et nuit par des soldats et des gladiateurs, Antoninus décida d'un stratagème. Il demanda à sa mère d'organiser une rencontre en privé entre deux pour se réconcilier. Bien entendu, une fois isolés, des soldats à la solde d'Antoninus se jetèrent sur son frère et le massacrèrent en présence de Julia Domna, qui fut même blessée à la main dans l'opération.
Ainsi mourut Geta à l'âge de 22 ans, laissant Antoninus seul empereur à 23 ans. Alors, les détails de l'affaire sont très difficiles à établir, comme à chaque fois qu'il y a un complot au sein du milieu de la cour impériale. Toujours est-il que pour justifier son crime, notamment devant le Sénat, Caracalla fit croire qu'il avait lui-même échappé à une tentative d'assassinat, ce qui en soi n'est peut-être pas faux. Hérodien lui fait tenir devant le Sénat les propos suivants. « Votre devoir, sénateur, est de rendre d'abord grâce aux dieux qui vous ont du moins conservé un de vos princes, et de bannir ensuite toute division, toute discorde, pour réunir sur un seul empereur vos affections et vos légitimes espérances. Jupiter, qui seul possède l'empire parmi les dieux, n'a aussi voulu donner à la terre qu'un seul maître. » Un argument théologico-politique qui en vaut d'autres. Le Sénat, impuissant, fit semblant d'adhérer au damage control impérial et prononça la damnatio memoriae de Geta. Damnatio memoriae, pour mémoire, c'est la condamnation de la mémoire d'un individu. Quand cette procédure est lancée, toute référence publique à l'individu doit être effacée. Son nom est martelé des inscriptions, ses statues sont détruites. Ainsi, on s'en prend à l'image du condamné. Un exemple fameux, c'est ce portrait qui avait été fait de la famille impériale au cours de leur voyage en Égypte et qui a été retrouvé dans le Fayoum. Il date approximativement de 199-201 après Jésus-Christ. Sur ce portrait, on voit la famille impériale au complet, le père, la mère et les deux fils, Caracalla et Geta. Seulement, le portrait de Geta a été dégradé a posteriori, ce qui est un témoignage assez saisissant de cette procédure de condamnation de la mémoire du jeune prince. À cela, il faut ajouter que prononcer son nom était en soi un crime, donc vraiment, il y a une volonté d'effacer la mémoire, d'effacer l'existence même de ce prince. Pour convaincre l'armée, Antoninus dut mettre la main à la poche. C'est que Geta était très apprécié des troupes, au même titre que lui d'ailleurs, puisqu'ils avaient passé leur enfance aux côtés de leur père dans toutes ces campagnes, et donc l'armée impériale était habituée à la figure de ces deux princes, et leur était très attachée. Vinrent ensuite les purges. Selon Dion, 20 000 hommes et femmes en furent victimes. Parmi eux, l'ancien préfet du prétoire Papinianus, et aussi son collègue Valerius Patruinus, mais aussi d'autres dignitaires. Hormis cette purge brève mais violente, et dont le chiffre des victimes est très probablement exagéré par Dion, ce dernier lui attribue d'autres cruautés. Comme pour chaque empereur qu'il cherche à noircir, il en fait un amateur des jeux du cirque, aussi bien des chasses que des combats de gladiateurs. Il lui attribue l'égorgement en une seule fois, je cite, de 100 sangliers de sa propre main, mais aussi le viol d'une Vestale, une prêtresse de la déesse Vesta qui était censée rester vierge toute sa vie et entretenir le feu sacré dans leur temple sur le forum romain, et qui fut ensuite enterrée vivante. C'était le supplice prévu pour une Vestale qui avait perdu sa virginité. Il lui attribue aussi des meurtres gratuits, comme celui d'un cocher nommé Euprépès, qui appartenait à la faction opposée à celle qu'il soutenait dans les courses de chars, les Verts, ce qui est un comble d'ailleurs pour un Lyonnais, mais passons. Pour en revenir à nos moutons, on le voit, pour la concorde fraternelle, c'est fichu. Antoninus tint compte d'un autre conseil paternel, en revanche, et tenta de se faire aimer de la troupe. Dion se plaint à longueur de page des impôts que les citoyens eurent à supporter pour financer ses largesses envers les légions. Il créa en effet de nouvelles taxes sur les affranchissements, les héritages, les donations, auxquels les citoyens romains étaient assujettis. Il en augmenta également certains autres. La solde annuelle des légionnaires, déjà augmentée par son père, fut de nouveau rehaussée. Ce coup-ci encore, ce fut au prix d'une dévaluation monétaire. La teneur en argent de la monnaie romaine baissa encore pour ne plus atteindre que 50% du poids de la monnaie. Mais il créa aussi une nouvelle pièce, l'Antonianus, dont le but était de permettre de payer plus facilement la solde des troupes et qui devait valoir 2 deniers, mais valant en réalité 1,5 denier. C'est une vraie innovation parce que l'Antonianus est une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie dont la valeur est celle qu'on lui attribue et non celle du métal qui la compose. Mais la nouveauté suscite la méfiance des rentiers, parmi lesquels les sénateurs, et donc Dion Cassius qui fait partie de cette classe sociale. Ces mesures expliquent aussi la complaisance avec laquelle les historiens antiques brodent la légende noire de Caracalla. En effet, Dion Cassius et Hérodien appartiennent à l'élite de l'Empire. Dion est un sénateur, Hérodien un administrateur impérial, c'est pas très clair mais probablement appartenant à l'ordre équestre. Bref, ils étaient tous les deux concernés par la pression fiscale exercée par l'empereur et voyaient leurs intérêts lésés par ce dernier. Cependant, il est à noter que ces dépenses avaient aussi une utilité publique. Je vous renvoie à ce que nous avons développé dans l'épisode consacré à son père, Septime Sévère. Bien payer les soldats dans le contexte du début du IIIe siècle de notre ère n'est pas seulement une lubie ou un moyen de rester au pouvoir, mais une nécessité vitale pour l'Empire. Par ailleurs, il est à noter que les citoyens les plus pauvres de l'Empire n'étaient pas concernés par cette pression fiscale. La plèbe de Rome, au contraire, bénéficia des dépenses impériales puisque Caracalla fut aussi un bâtisseur. À partir de 212, il fit en effet ériger à Rome des thermes de 9 hectares où pouvaient se rendre 10 à 15 000 Romains par jour.
Ces thermes étaient en outre flanqués de boutiques, de 2 bibliothèques et d'un stade, un ouvrage dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui à Rome. À cela, il faut ajouter les nombreux jeux organisés par l'empereur, ainsi que les distributions de blé pour les citoyens les plus pauvres, qui font que malgré l'image noire qu'en laissent les historiens de l'Antiquité, Caracalla fut aussi par bien des aspects un empereur consciencieux. Alors certes, il ne faut pas être anachronique, c'est pas un empereur social-démocrate et progressiste, il n'en demeure pas moins qu'il a été un empereur législateur. Le Code Justinien, un recueil de décisions impériales composé sous l'empereur byzantin du même nom au VIe siècle, a conservé plus de 100 textes qui lui sont attribués. Il semble donc avoir pris très à cœur son rôle de juge et de législateur intervenant dans des domaines très variés. Ainsi, par exemple, il décida que les citoyens romains qui voulaient se plaindre des procurateurs impériaux pouvaient faire appel directement à l'empereur et non plus seulement au gouverneur de leur province. C'était aussi une façon d'assumer la conséquence de l'augmentation des recours qu'impliquait l'extension de la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. On va y revenir. On le voit aussi souvent écrire au Sénat pour rendre compte de ses décisions civiles et militaires. Il eut aussi le temps de laisser au monde romain une mesure décisive, son fameux édit, mais je vous propose de terminer l'histoire du règne avant de nous concentrer sur la question de cet édit qui en fait en dit beaucoup sur l'évolution de l'Empire. Nous avons survolé la politique intérieure de Caracalla, ou du moins ce qu'on peut en savoir. Intéressons-nous à sa politique extérieure. En effet, Caracalla avait une passion pour Alexandre le Grand, comme tous les hommes de pouvoir de l'époque et peut-être un peu des hommes de pouvoir d'aujourd'hui. Il chercha donc à se mettre dans ses pas, ce qui impliquait une campagne en Orient contre les Parthes. César, Marc-Antoine, Trajan et son propre père, Septime Sévère, avaient eu cette ambition. Ainsi, Antoninus se verrait bien triompher des Parthes comme papa, voire faire mieux. Ce n'est pas complètement ridicule. Même Dion lui reconnaît des qualités martiales, je cite. À la guerre, dans les cas de nécessité et d'urgence, il était frugal et simple, supportant les fatigues de services subalternes sur le pied d'une égalité parfaite avec les soldats. Il marchait et courait avec eux, sans se baigner, sans changer de vêtements, partageant tous leurs travaux et ne prenant d'autres aliments que ceux qu'ils prenaient eux-mêmes. Dion est moins clément en ce qui concerne ses capacités de stratège. Mais Caracalla dut d'abord s'occuper des Germains sur le Danube. Ces derniers se tenaient tranquilles depuis Commode, qui avait traité avec eux en 180, mais commençaient à s'agiter. En 213, il quitte donc Rome pour combattre les Alamans, qu'il arrive à calmer pour 2 décennies, ce qui est moins que ce qu'avait réussi à obtenir Commode, mais au regard de ce que l'Empire va connaître ensuite, c'est un répit inespéré. Ce succès a été obtenu par les armes, mais aussi par la négociation. Dion raille d'ailleurs cet empereur qui a acheté la paix comme il l'avait fait en Écosse au début de son règne personnel. Toujours est-il qu'une fois la question réglée, il se tourne vers l'Orient. Il avait déjà fait main basse sur le royaume client d'Osroène en faisant emprisonner son roi par ruse et tenta de faire de même avec l'Arménie, avec moins de succès. Son général Théocrite fut d'ailleurs tenu en échec par un soulèvement local qui refusait l'emprisonnement de leur roi. Son plan était de se servir de l'Osroène et de l'Arménie, 2 royaumes clients de Rome et qui faisaient tampon avec l'Empire parthe, comme d'une base de lancement de sa campagne, en profitant des divisions internes qui déchiraient l'Empire parthe en pleine crise de succession. Après un bref passage par Rome, il repartit pour l'Orient avec sa cour et notamment sa mère Julia Domna, qui, je vous le rappelle, est originaire de Syrie. Il en profita pour faire du tourisme, satisfaisant sa passion pour Alexandre en traversant la Macédoine, patrie du conquérant, et peut-être aussi Sparte. Arrivé sur le site supposé de l'antique guerre de Troie, il honora la mémoire d'Achille en lui offrant des sacrifices funèbres et en exécutant, lui et ses soldats, des courses en armes autour de son tombeau. Il en profita aussi pour inspecter les provinces d'Orient, dans la tradition des Antonins, touristes administrateurs. Il séjourne à Nicomédie, puis à Antioche, où il laisse à Julia Domna le soin de superviser les bureaux qui s'occupaient de sa correspondance en grec et en latin, et ses pétitions. En clair, il lui laisse une grande partie du gouvernement. Et ça c'est important parce que, comme je l'avais dit dans l'épisode consacré à Septime Sévère, Julia Domna, c'est une femme politique extrêmement efficace. Et puis ça montre aussi que, quelle que soit sa position, on a toujours besoin de sa maman. Et c'est important. À l'automne 215, il laisse Julia Domna à Antioche et la préparation de sa campagne entre les mains de son général Théocrite pour se rendre à Alexandrie, pour se recueillir sur la tombe d'Alexandre le Grand. On peut aussi supposer qu'il chercha auprès du temple de Sérapis, qui avait son principal sanctuaire dans la cité, un réconfort divin contre ses problèmes de santé récurrents. Ce fut une visite mémorable, même si ce ne fut pas pour de bonnes raisons. Il faut dire qu'il avait mal choisi son moment. La ville d'Alexandrie sortait d'une série d'émeutes, aux causes mal connues, mais qui avaient laissé derrière elle un climat d'agitation. On suppose que les ouvriers et artisans, surchargés de commandes de statues en préparation de la venue de l'empereur, s'étaient révoltés face à la surcharge de travail. Tout commença par un malentendu. À l'approche du cortège impérial, une procession religieuse avait été envoyée au devant de l'empereur afin d'implorer sa clémence pour les émeutiers.
Or, il était interdit aux cités d'envoyer des ambassades à l'empereur sans une autorisation du gouverneur, ici le préfet d'Égypte. Se sentant défié dans son autorité par la ruse des Alexandrins, il fit punir sévèrement les ambassadeurs et fit un procès au préfet d'Égypte qui fut condamné à mort avec d'autres dignitaires locaux. Malgré tout, pendant plusieurs mois, son séjour se passa sans incident notable. Installé dans le sanctuaire de Sérapis, l'empereur dut cependant essuyer les railleries des Alexandrins, à plusieurs propos, celui de l'assassinat de son frère, d'une supposée relation incestueuse qu'il aurait entretenue avec sa mère, qu'ils avaient baptisée, je cite, « Nouvelle Jocaste » en référence au mythe d'Oedipe, voire des railleries sur sa petite taille et le ridicule de son identification à Alexandre. C'est ce qui le motiva à en faire massacrer une partie, lâchant ses troupes sur la ville et la livrant au pillage à plusieurs reprises, jusqu'à son départ en avril 216. L'élite intellectuelle hellénisée de la ville s'en trouva décimée. Par ailleurs, une partie de la population indigène autochtone fut expulsée de la ville, accusée de déserter les champs au profit de la mendicité. Laissant une image indélébile dans la mémoire locale, Caracalla se porta en avril 216 à la frontière avec l'Empire parthe. Problème, le vent avait tourné dans l'Empire parthe et un nouveau chef, Artaban V, lui avait redonné une certaine stabilité. Caracalla aurait tenté, selon les historiens de l'époque, de passer par la diplomatie pour arriver à ses fins. Il aurait notamment proposé à Artaban d'épouser l'une de ses filles, ce que ce dernier refusa, puisque cela aurait permis à Caracalla de pouvoir revendiquer le trône à travers ses mariages. Hérodien rapporte qu'il aurait même essayé de massacrer Artaban et sa suite lors d'un faux banquet de réconciliation, peu façon noce pourpre dans Game of Thrones, mais bon, le problème c'est qu'Hérodien, c'est pas la plus fiable de nos sources. Bref, dans tous les cas, il fit une première campagne à l'été 216, puis hiverna en Mésopotamie, actuel Irak, laissant sa mère à Antioche. C'est alors qu'il connut une fin précipitée. Le 8 avril 217, alors qu'il quittait Édesse en destination d'un sanctuaire à Lunus, il fut assassiné à la hauteur de Carae à l'instigation de son préfet du prétoire, Marcus Opellius Macrinus, aussi appelé Macrin. Comme à chaque complot, le pourquoi du comment n'est pas évident à démêler. Toujours est-il qu'au cours d'une pause pipi effectuée par l'empereur sur la route de Kar, Harran, dans le sud-est de l'actuelle Turquie, il fut frappé par l'un de ses soldats qui fut tué dans la foulée, laissant à l'armée le soin de choisir Macrin comme successeur du défunt empereur. Ainsi mourut Antoninus, alias Caracalla, désolé, elle était facile, à l'âge de 29 ans, apprenti à Alexandre, parti trop tôt pour donner tort ou raison à Dion Cassius. Il laisse un empire sans héritier mâle, fichant en l'air toute la politique dynastique de son père, et donc on retient davantage de lui sa mesure phare, l'édit qui porte son nom. Alors penchons-nous sur cet édit de Caracalla que les spécialistes appellent plutôt la constitution antonine. La nuance n'est pas très importante parce que dans tous les cas, un édit ou une constitution dans le monde romain, ça reste une loi. C'est un texte important, mais paradoxalement assez mal connu. On a des traces dans nos sources écrites, chez Dion par exemple, mais le texte original, conservé sur un papyrus, est incomplet, ce qui fait que même la date de la décision, c'est-à-dire l'année 212, n'est qu'une probabilité, certes très élevée, mais une probabilité quand même. On imagine donc sans mal que la portée du texte n'est pas évidente non plus. Les historiens ont proposé des reconstitutions, mais dans tous les cas, plusieurs débats restent ouverts et en attendant de tomber sur un document où le texte serait mieux conservé, un autre papyrus, une inscription, tout n'est pas encore réglé. Selon ses propres termes, l'empereur donne, je cite, à tous les étrangers qui sont sur terre la citoyenneté romaine. Pour le dire plus simplement, si vous êtes un homme libre, donc pas un esclave, et que vous vivez sur le territoire de l'Empire, vous bénéficiez désormais de tous les droits associés à la citoyenneté romaine, tout en gardant votre citoyenneté d'origine. On pourrait presque parler, comme Pierre Grimal, d'une double nationalité. Pour autant, donc, la mesure n'abolit pas les citoyennetés et les droits locaux. Le texte fait aussi mention d'une seule exception, les deditis, dont on connaît mal les contours. En effet, ce terme est une reconstitution, et on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. Il s'agit peut-être de barbares, soumis par la force ou récemment installés dans l'Empire. Donc s'il ne fait aucun doute que cette mesure a été prise, les débats portent sur les motivations de l'empereur, mais aussi sur les conséquences de cette constitution et sur sa portée. Pourquoi une telle mesure à ce moment-là ? En quoi a-t-elle changé le quotidien des habitants de l'Empire ? L'a-t-elle seulement changé ? En effet, depuis l'époque des conquêtes, plusieurs droits coexistent dans l'Empire. Faut pas imaginer que la conquête a été synonyme d'unification automatique et instantanée. On distingue les cités de droit romain, Rome au premier chef, mais aussi toute une série de colonies romaines et de cités qui ont obtenu ces privilèges. Et donc, ces cités de droit romain, leurs citoyens ont les mêmes droits que les citoyens romains. Il y a aussi des cités de droit latin, dont les citoyens possèdent une partie de ces droits,
et les cités dites pérégrines, ce qui veut dire étrangères, dont les citoyens sont sous le régime des lois indigènes. La citoyenneté romaine est donc un privilège dans une large mesure. Jusqu'à la constitution antonine, le droit de cité romaine ne s'était pour l'essentiel transmis que de père en fils. Je dis de père en fils puisque les femmes ne sont à proprement parler jamais citoyennes. Elles sont toujours sous la tutelle d'un homme de leur famille. Les autres voies d'accès à la citoyenneté romaine étaient difficiles. Il fallait passer 20 ans dans l'armée, par exemple, ce qui n'est pas évident, ne serait-ce que de survivre 20 ans dans l'armée. On pouvait aussi l'obtenir par achat, mais là aussi, ce n'est accessible qu'à une minorité qui a les moyens de le faire, ou par une concession ponctuelle, plus ou moins généreuse, consentie par l'empereur. La cession rare et mesurée de ces privilèges, au moins honorifiques, était un bon moyen pour l'empereur d'obtenir des soutiens, notamment auprès des élites provinciales. Alors, pourquoi cette décision qui prive l'Empire d'un levier auprès de ses élites ? Caracalla lui-même, dans le texte, avance que son objectif est de rendre grâce au Dieu, selon ses propres termes. Dieu qui l'aurait sauvé d'un grand danger. Il s'agit sans doute d'une allusion à sa rivalité avec son frère, assassiné en 211. Il s'agirait d'élargir la citoyenneté romaine afin que les dieux traditionnels de Rome gagnent davantage de dévots. Il parle aussi de faire cesser chicanes et réclamations. On entrevoit donc un souci de procéder à une certaine simplification administrative. Pour l'historien Dion Cassius, contemporain de l'empereur, ce dernier y aurait trouvé un avantage fiscal. L'augmentation du nombre de citoyens de droit romain permettant de généraliser l'impôt sur les successions auxquelles ils étaient assujettis, d'autant que le taux de cet impôt avait été augmenté sous le règne de Caracalla. Mais cette explication, bien que séduisante, ne fait pas nécessairement l'unanimité. On peut aussi envisager des motivations militaires. La généralisation de la citoyenneté aurait facilité le recrutement, et l'exclusion des déditis aurait permis de maintenir un vivier de troupes ethniques avec leur armement et techniques de combat spécifiques. Pour mémoire, l'armée romaine, c'est aussi une mosaïque. Il y a la légion, qui est composée de citoyens romains ou de futurs citoyens romains, mais aussi ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire des troupes fournies par des alliés, et donc par des peuples barbares ou pérégrins. Et il y a également des unités ethniques composées de barbares qui ont des techniques de combat très particulières que les Romains maîtrisent pas ou peu. Et donc maintenir les déditis en dehors de la citoyenneté romaine aurait été un moyen de maintenir ces unités en service. C'est pas non plus une des explications les plus convaincantes. Sans doute Caracalla cherchait-il aussi à renforcer l'unanimité autour de sa personne d'une part, puisque du fait du culte impérial l'empereur comptait parmi les dieux de la cité romaine, mais aussi face aux barbares d'autre part. L'idée que cette décision permettait de contenter les dieux et de faire l'unanimité autour de sa personne peut certes nous paraître dérisoire, mais remise dans son contexte culturel, ça fait sens. En effet, l'empereur est chef politique, militaire, juge en dernière instance, mais c'est aussi le Pontifex Maximus, le grand pontife, le chef de la religion romaine traditionnelle. C'est le prêtre en chef, quoi. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, le pape est appelé le souverain pontife. Ça vient de ce terme. Le pontifex, c'est littéralement celui qui fait des ponts entre le monde des mortels et l'au-delà. Or, pour les Romains, la religion, c'est pas un choix individuel, c'est une obligation civique. Tous les citoyens doivent participer à la religion publique pour maintenir ce qu'ils appellent la pax deorum, la paix des dieux. On se fiche que vous croyez ou non, il faut à tout prix que tout le monde honore les rites qui établissent la concorde entre les dieux et les mortels. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les chrétiens étaient persécutés, parce qu'ils refusent de sacrifier aux dieux du panthéon civique romain au profit de leur seul dieu qu'ils estiment être le dieu unique. Les contrevenants risquent d'attirer les foudres des dieux sur l'Empire, c'est donc du sérieux, et la pietas, la piété, fait partie des vertus impériales mais aussi individuelles. Cette motivation religieuse de Caracalla n'est donc pas dissociable des motivations politiques d'ailleurs. En effet, sous les Sévères s'opère une mutation dont les prémices se sont fait sentir sous les Antonins, la divinisation de l'empereur. En effet, dès le règne d'Auguste, l'empereur a bénéficié d'une cérémonie d'apothéose, c'est-à-dire qu'il devenait à sa mort un dieu. Il était ajouté au panthéon romain. Et il était déjà d'ailleurs le fils du divin Jules, c'est-à-dire César. César ayant lui aussi bénéficié d'une apothéose. Mais le culte impérial n'est encore qu'un élément d'adhésion civique au pouvoir impérial. Dans les faits, l'empereur est encore considéré comme un mortel, et c'est son genius, son génie, c'est-à-dire sa part immortelle, qui est honoré. Quand Commode jouait à Hercule dans l'arène, cela choquait certains observateurs contemporains. De même, quand Dion décrit le goût des courses de chars de Caracalla, c'est pour le critiquer. Pourtant, fait intéressant, Dion lui-même rapporte que, je cite, « il disait qu'en conduisant des chars, il imitait le soleil et se faisait gloire d'en conduire ». Et ça nous semble grotesque, parce que Dion utilise ainsi cette information, et parce que nous vivons au XXIe siècle dans une société plus ou moins sécularisée. Mais au IIIe siècle, tout cela fait sens. C'est un élément de communication impériale. Le soleil, c'est un symbole d'ordre cosmique. L'empereur est à l'empire ce que le soleil est à son système. Il est le rector orbis, le maître du monde, l'ordonnateur du monde. Titre que Caracalla affiche sur l'un de ses deniers. De même que le fait de se parer des attributs d'Hercule, ce que faisait déjà Commode, c'est tout sauf anodin. Hercule est par essence un héros civilisateur. Au cours de ses 12 travaux, il rend le monde habitable pour les mortels, en combattant des monstres.
Ça rejoint une des missions que les empereurs romains se donnaient, une mission civilisatrice en quelque sorte. Il faut ajouter également que sous les Sévères, la sensibilité religieuse tend à devenir plus affective, plus émotionnelle. On voit poindre un souci de l'au-delà, mais aussi un renouveau de la philosophie platonicienne, qui s'accompagne de l'idée d'une divinité qui transcenderait les dieux particuliers. Dans un empire où les syncrétismes, c'est-à-dire les influences religieuses réciproques, sont nombreuses, les empereurs tirent profit de cette ambiance pour renforcer leur aura religieuse. Par ailleurs, il ne faut pas négliger un aspect plus personnel qui a pu jouer dans la décision impériale. Caracalla est un provincial qui, à seulement 24 ans, avait voyagé dans presque tout l'Empire, de la Bretagne à l'Égypte, en passant par la Macédoine, l'Italie, la Mésopotamie, l'Anatolie, etc. Il a aussi reçu une éducation solide et devait être bien informé des thèses stoïciennes. Peut-être était-il acquis à l'idée, véhiculée par cette école philosophique, qu'il existe une nature humaine universelle, ou même à l'idéal d'une cosmopolis, c'est-à-dire une cité aux dimensions de l'univers, dans laquelle chaque homme serait un citoyen égal, ou plutôt dans laquelle chaque homme aurait une égale dignité, même les esclaves. Son entourage de juristes, eux aussi pétris de stoïcisme, comme Ulpien par exemple, ou Papinien, ne gâcha rien. L'idée de faire l'unité de l'Empire autour d'un seul droit et d'un seul empereur pouvait donc largement faire sens à différents niveaux, juridique, politique et religieux. On pourrait aussi faire sens de son admiration pour Alexandre, une admiration qui confine à l'obsession d'ailleurs, puisqu'il aurait prétendu, face au sénateur, en être la réincarnation. Il aurait même fait former une phalange à la macédonienne lors de son passage en Macédoine. Croyons qu'Aristote avait été complice de la mort d'Alexandre, ce qui évidemment est très loin d'être prouvé, mais ce n'est pas ce qui est important ici, il aurait même persécuté les philosophes aristotéliciens, donc ceux qui se réclamaient d'Aristote, en supprimant leur lieu de réunion à Alexandrie et en cherchant même à brûler les livres du Stagiri. Bon, au-delà de ces excès de zèle, qui d'ailleurs n'ont pas empêché les œuvres d'Aristote d'arriver jusqu'à nous, donc on peut se demander à quel point c'est pas aussi une invention de Dion ou une exagération de Dion, peut-être avait-il pris chez Alexandre le modèle du conquérant civilisateur en quête d'intégration universelle. Et le contexte culturel a fait le reste. Il faut donc partir du principe que toutes les explications que nous venons d'envisager sont valables dans une certaine mesure et ont pu concourir à motiver la décision de Caracalla. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce que cette décision révèle sur l'évolution de l'Empire au tournant des 2e et 3e siècles de notre ère. Tout d'abord, la constitution antonine montre que l'Empire n'a plus le même sens qu'au moment des conquêtes. Si on remonte 2 siècles en arrière, au moment où Auguste fonde le régime impérial, l'Empire romain, c'est une cité qui a imposé sa domination à des milliers d'autres cités autour de la Méditerranée. Sous Caracalla, ce n'est plus la même chose. L'intégration impériale a fait son œuvre. La civilisation romaine avait déjà imprégné les populations de l'Empire, surtout dans les grandes villes. Déjà, l'extension des droits du citoyen romain devait être importante. Finalement, Caracalla ne faisait que prendre acte d'un fait établi, l'unicité du monde romain, dans lequel l'appartenance à l'Empire transcendait les diversités culturelles, qui n'avaient d'ailleurs pas disparu, bien au contraire. Ainsi, certains, comme Paul Petit, parlent d'une véritable décolonisation. L'Empire change de sens. Reste à savoir si cette décision fut importante ou symbolique. On ne peut parler de révolution, puisque cette mesure vient couronner un processus de très longue durée, fait d'acculturation et de diffusion de la citoyenneté et de la culture romaine dans l'Empire. Cela reste important, cela dit. Désormais, la majorité de la population impériale partageait une même patrie, Rome, et des droits communs, même si les droits locaux furent préservés, je le rappelle. Pour une partie non négligeable de ses bénéficiaires, cette mesure a sans doute été vécue comme un honneur et une promotion sociale. Avec le droit romain, ils accédaient au droit de mariage légitime, au droit de commerce légal, au droit de propriété, au droit d'appel auprès de l'empereur, etc. Il y a dû aussi avoir une certaine unification des pratiques juridiques. De même, cela donna un succès considérable au nom de Marcus Aurelius, puisque tous ces nouveaux citoyens romains durent adopter le système des tria nomina et prendre ainsi le prénom et le nom de Caracalla afin de lui rendre hommage, donc Marcus Aurelius, en tout cas pour les hommes, ou celui d'Aurelia pour les femmes qui n'ont qu'un patronyme et pas de prénom. Cette mesure, originale si on la compare dans une démarche d'histoire globale au fonctionnement d'autres États porteurs de l'idée d'une domination universelle, a sans doute contribué à la longévité de l'Empire et à rendre une grande partie de sa population solidaire de son destin. Il ne faut cependant pas négliger les limites de la générosité, pourtant réelle, de cette mesure. Au moment où la citoyenneté romaine est généralisée, elle est déjà vidée de tout pouvoir politique. Les nouveaux citoyens n'ont pas pu peser sur la destinée de l'Empire, non plus que les citoyens de longue date. Ces derniers, d'ailleurs, ne virent pas forcément d'un bon œil une telle mesure, puisqu'ils perdirent un élément de distinction sociale.
Par ailleurs, l'égalité civique ne doit pas masquer la persistance de l'esclavage, même si des mesures sont prises dès le règne d'Adrien pour adoucir leurs conditions, sous l'influence du stoïcisme toujours. Cela ne met pas non plus fin à une distinction déjà existante dans le droit pénal romain entre les riches et les pauvres, honestiores et humiliores, qui à crime égal ne risquaient pas les mêmes peines. De même, c'est sous les Sévères qu'apparaît le thème barbaricum, qui désigne l'ensemble des territoires extérieurs à l'Empire. Le resserrement des liens entre les habitants du territoire impérial s'accompagna donc d'une plus grande distance symbolique avec les populations étrangères, considérées comme appartenant à une autre humanité. Autre dommage collatéral, en obligeant tous les hommes libres de l'Empire à sacrifier au dieu romain, la constitution antonine mit de nombreux chrétiens en difficulté et a sans doute indirectement contribué à relancer les persécutions au IIIe siècle. À l'heure du bilan, on voit encore qu'il n'y a pas de quoi se faire peur pour l'Empire. En 212, Rome était devenue une cité universelle avec à sa tête un seul empereur et un empire en paix. Pourtant, le règne de Caracalla s'achève comme il a commencé, au milieu des intrigues et des coups de poignard. Sa mort ouvre une crise. Sans héritier mâle ni successeur désigné, la question de la succession s'ouvrait de nouveau, 20 ans après que Sévère eut triomphé de son dernier rival, à Lyon. On a donc, sous son règne, une aggravation de plusieurs problématiques. La succession impériale, la rupture avec le Sénat et l'inadéquation de certaines institutions avec les nouveaux besoins militaires de l'Empire. Pourtant, on a bien vu que Caracalla, comme son père en son temps, a avant tout cherché des solutions originales, réformes fiscales et monétaires, extension de la citoyenneté romaine. On voit donc que Caracalla, si l'on décide de voir au-delà de son cas individuel certes d'affreux jojo, comme beaucoup d'hommes de pouvoir, on voit quand même qu'il incarne une certaine tendance de l'Empire vers l'unification, vers le syncrétisme et une certaine maturité impériale. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et donc c'est une nouvelle fois la preuve qu'il faut prendre énormément de pincettes et de distance avec le contenu des seules sources littéraires. Nous approfondirons ces sujets dans l'épisode suivant, qui sera dédié à une autre figure haute en couleur de la dynastie des Sévères. Nous y approfondirons notamment les sujets religieux, puisque nous le verrons, le successeur de Caracalla fut un personnage religieux s'il en fut, et nous verrons également le rôle joué par les femmes de la dynastie de manière plus détaillée. C'est la fin de cet épisode de Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur la chaîne YouTube ou sur votre application de podcast favori. N'hésitez pas à vous abonner et à interagir avec la page pour le référencement. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que l'histoire se conjugue au présent.